Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. L'actuelle guerre entre l'Ukraine et la Russie s'explique, se déroule et se terminera autour de la question des frontières. Cette guerre s'explique d'abord, en partie, par le désir des Ukrainiens de retrouver leurs frontières originelles en récupérant les territoires occupés par la Russie depuis 2014, mais aussi par la crainte des Russes de voir l'OTAN à leurs frontières. En outre, l'essentiel de cette guerre se déroule aujourd'hui sur une ligne de front, expression qui évidemment fait référence à la notion de frontière. Enfin, cette guerre devrait se terminer par la conclusion d'un traité, un traité qui réglera le tracé, le régime de la frontière, régime et tracé de la frontière entre les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine. Cet exemple contemporain, pris parmi bien d'autres, montre l'importance de définir conceptuellement la frontière, mais aussi de la délimiter concrètement, comme le font traditionnellement les juristes, et parmi eux les internationalistes, mais comme le font aussi, et on le sait moins, les historiens du droit, comme vient de le prouver récemment la thèse soutenue par Claire de Blois, la construction du concept moderne de frontière terrestre en France, des traités de Westphalie au traité de Paris, 1648-1815. Claire de Blois, bonjour. Bonjour Paul. Claire de Blois, vous avez soutenu cette thèse le 9 décembre 2021 à l'université Paris 5 pour nos anciens auditeurs, mais Paris Cité pour les plus jeunes. Une université dont la faculté de droit est située à la frontière entre Paris et sa banlieue, où vous êtes actuellement à TER, mais une université différente de celle où vous avez été formé, puisque si on remonte à la source de votre formation, et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots que seuls les Orléanais comprendront, vous avez été à l'université d'Orléans, une ville elle aussi jadis à la frontière, au temps où le domaine royal ne correspondait pas au royaume. À une époque aussi où le concept de frontière s'appliquait à toutes les limites, même infra-étatique, comme vous l'expliquez dans votre thèse. Autrement dit, vous avez été en quelque sorte prédestiné par les lieux où vous avez travaillé à réaliser cette thèse de doctorat sur le concept de frontière. Alors Claire, comment en êtes-vous venue à travailler sur ce sujet très original ? Alors de façon assez classique, je me suis orientée du coup vers un master de recherche en histoire du droit, et au moment de choisir un sujet de mémoire, comme tous les étudiants arrivés à cette étape de l'année, je me suis tournée du coup vers le professeur Vergne, et à peine avais-je franchi le seuil de son bureau qu'il m'a proposé ce sujet de frontière. Il sortait en réalité d'un déjeuner avec une maître de conférence avec qui ils avaient discuté du coup de ce sujet, et s'étonnait justement qu'il n'y ait pas encore de thèse en histoire du droit sur le sujet du coup de la frontière. Il me l'a donc proposé en mémoire de master, je l'ai accepté, et j'ai tellement aimé travailler sur ce sujet, il y avait encore tant à dire, que j'ai décidé de le poursuivre en thèse. Justement, vous avez dit qu'il y avait assez peu d'historiens du droit ou pas qui avaient travaillé sur le sujet avant. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 noms d'historiens ou de juristes qui ont défriché auparavant, sous un angle peut-être différent, le sujet ? Chez les historiens, c'est un sujet en fait qui a été extrêmement exploité par la doctrine juridique notamment, mais jamais de façon globale. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux faits sur des points précis du sujet, sur évidemment la question d'une frontière précise, d'une délimitation, le sujet de la frontière fiscale bien sûr, de la douane, de la défense. Il manquait, à mon sens en tout cas, une approche globale justement de ce sujet. Chez les historiens, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la thèse de Daniel Nordman qui s'est énormément penché sur le sujet, qui a produit du coup un ouvrage très complet justement sur ce thème, mais qui ne consacrait que quelques pages à la frontière juridique en tant qu'historien en tout cas. Il y avait donc vraiment quelque chose à faire sur le sujet de la frontière, en droit d'abord, et en histoire du droit justement pour comprendre la création, la formation de cette frontière, de ce concept de frontière que nous avons aujourd'hui. Et votre approche se singularise à la fois de vos devanciers par son caractère global et aussi par autre chose ? Il se distingue du coup des études précédentes déjà parce que c'est une thèse, donc j'ai eu la chance d'avoir 5 années pour me pencher sur le sujet, ce qui a permis bien sûr une approche beaucoup plus globale que ce qui pouvait être le cas dans un article ou un travail plus restreint. Mon travail se distingue également parce que c'est une thèse en histoire du droit, donc à la fois de l'histoire, donc avec une perspective historique qui commence du coup
au milieu du XVIIe siècle, mais également une thèse qui est axée sur le droit, c'est-à-dire le but c'était vraiment de mettre en avant, pas seulement la frontière telle que pouvaient la concevoir évidemment les géographes, les politiciens, les diplomates, mais vraiment une frontière telle qu'elle pouvait être conceptualisée par le droit. Un sujet fondamental en droit que cette frontière justement. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de retrouver les noms de grands juristes dont certains avaient été mes professeurs à l'université, je crois le professeur Bluman, que vous citez abondamment dans votre travail, qui sont des juristes positivistes, comme on dit en histoire du droit, avec lesquels vous dialoguez abondamment. Votre sujet porte plus précisément, je crois, sur les frontières terrestres, pas sur d'autres frontières. Lesquelles avez-vous exclues et pourquoi ? Alors évidemment, au moment où du coup j'ai commencé mes études, mon étude, je ne me suis pas du tout restreinte à un type particulier de frontière. Et en fait, en avançant dans mes recherches, je me suis rendu compte que pour être parfaitement exact, il pouvait exister plutôt une sorte de métaconcept de frontière, c'est-à-dire un métaconcept, en tout cas de délimitation, pas forcément territoriale, parce qu'on pense évidemment à la frontière maritime, mais de délimitation de souveraineté, mais une partie du coup de ce métaconcept pouvait se diviser en différents aspects, notamment la frontière territoriale, la frontière maritime, mais même au sein de la frontière territoriale, on peut tout à fait distinguer les frontières de la France métropolitaine des frontières, par exemple, des colonies qui ont, là pour le coup, qui répondent à une logique légèrement différente. Donc, pour avoir une étude le plus exhaustive, même si on ne peut jamais tout à fait l'être, il était nécessaire d'écarter les autres types de frontières, notamment la frontière maritime bien sûr, pour pouvoir me consacrer exclusivement à la frontière terrestre. Et cette frontière, par exemple, au niveau colonial, est plus floue quand vous dites que c'est différent que la frontière sur la France continentale, parce que les espaces sont plus grands, par exemple, parce que c'est pas les mêmes acteurs, parce que c'est pas les mêmes sources ? Ça répond en réalité à une logique légèrement différente. On pourrait rapprocher un petit peu les frontières coloniales à partir du moment en tout cas où elles ne se confrontent pas aux frontières, au territoire du coup des autres puissances, un petit peu à la frontière américaine, c'est-à-dire l'idée d'une ligne qu'on déplace au gré en tout cas de ses capacités à dompter la nature, mais qui ne se retrouve pas à devoir justement être déterminée, à devoir être délimitée avec une autre puissance du coup étatique. Et la nature du territoire aussi forcément joue, puisqu'on distingue la nature du territoire colonial du territoire métropolitain. Forcément, ça va avoir une incidence sur le concept même de frontière. Il faudrait faire un autre sujet sur les frontières justement de ces territoires coloniaux. Et pour continuer sur la délimitation de votre sujet, vous avez parlé d'une borne tout à l'heure, le milieu du XVIIe siècle, donc le traité de Westphalie. La fin de votre approche se situe, je crois, au traité de Paris, au lendemain des guerres napoléoniennes. Pourquoi ces bornes ? Qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant ? Pour les traités de Westphalie, c'est un choix qui est assez classique. La doctrine, les chercheurs qui se sont penchés sur la question s'accordent en tout cas à reconnaître dans les traités de Westphalie du coup, le début de la conception de la souveraineté des États, notamment le début de la reconnaissance de la souveraineté entre les différents États, pour une frontière dont une des caractéristiques est justement d'être reconnue par ces États souverains. C'était une borne qui semblait extrêmement indiquée. Cela n'empêche qu'évidemment, les frontières, le sens moderne de la frontière ne naît pas au traité de Westphalie, ça nécessitait des incursions du coup avant, notamment pendant la période féodale, pendant la première partie de la période moderne évidemment, mais en tout cas les traités de Westphalie se justifiaient par rapport à l'aspect souveraineté des États. Et pour le traité de Paris ? Et pour le traité de Paris, là, ça a été un petit peu plus, en tout cas un cheminement un petit peu plus compliqué. Au début, lorsque j'ai commencé ma thèse, j'avais l'intention d'aller jusqu'au traité de Versailles, bien après. Première guerre mondiale. Exactement. Mais du coup, en réfléchissant un petit peu, notamment en cherchant une cohérence dans cette date butoir, du coup, pour terminer mon sujet, il est apparu en fait qu'il fallait trouver un moment où le concept moderne de frontière était évidemment pas abouti, il continuera à évoluer de façon beaucoup plus ponctuelle, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais où il trouvait un sens un petit peu plus global. Et l'avantage des traités de Paris, c'est que pour la première fois dans ces traités, on a une délimitation globale de la frontière française, donc on ne s'intéresse plus seulement à une portion précise de la frontière, on a vraiment une délimitation globale, et en plus ça permet de marquer un terme du coup à cette construction territoriale de la France. On aura encore quelques variations, mais très, très faibles par rapport à ce qui a été le cas. Et on ouvre du coup sur un 19e siècle avec d'autres considérations, la question évidemment des nationalités, la question d'autres questions qui s'écartent un petit peu plus de celle de la frontière. Et enfin, dans cette délimitation chronologique,
Est-ce que à l'intérieur de ce cadre assez large, il y a des tournants, des moments clés qui permettraient à nos auditeurs d'avoir une frise chronologique devant les yeux et de se dire il y a une première période, une deuxième période, ou pas du tout, et il y a un mouvement qui évolue petit à petit Alors, on ne peut pas vraiment parler de rupture. Évidemment, on se pose les questions puisqu'elle arrive pas au milieu de mon sujet, mais en tout cas vers la fin de mon sujet, mais on se pose la question évidemment de la Révolution française, qui dans le cas de la frontière marque plutôt une forme de continuité plus qu'une rupture. On a évidemment des moments où, encore une fois je ne parlerai pas de rupture, mais on a des accélérations de l'évolution, de la formation du concept, notamment du coup la première moitié du XVIIIe siècle, où on va avoir toutes les politiques de rationalisation, j'imagine qu'on y reviendra par la suite, mais de rationalisation, de délimitation. La frontière passe vraiment, comme cela avait déjà été étudié d'ailleurs avant moi, de cet espace frontalier à cette limite. On a la multiplication des cartes aussi, qui va jouer forcément un grand rôle dans la conceptualisation de la frontière. Donc on a un certain nombre d'avancées au fur et à mesure de la période, sans pouvoir pour autant parler de rupture en tant que telle. Et ça, vous le voyez sans doute grâce à vos sources. Quelles sont justement les sources que vous avez utilisées? Alors, non pas toutes les citer, mais donner les grandes catégories, les grandes familles de sources que vous avez utilisées pour ce travail. Alors, l'une des caractéristiques du coup de ma thèse, et celle que je voulais vraiment conserver, c'est justement le côté pluridisciplinaire. Ça se ressent évidemment dans les sources, par la variété, par la diversité. J'ai essayé d'utiliser des sources juridiques, bien sûr, les traités de paix, évidemment, la correspondance diplomatique, les commissions de délimitation, qui étaient un petit peu à cheval entre les archives parisiennes, l'archive du ministère de la Défense, les archives locales, les archives départementales. Mais j'ai également essayé d'utiliser des sources appartenant à d'autres disciplines. Je me suis évidemment énormément appuyée sur la cartographie, sur les manuels de géographie, mais également sur des traités militaires, sur l'art de la fortification, ou encore sur des manuels d'économie, des traités d'économie. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ressentir du coup la nature pluridisciplinaire de la frontière dans cette exploitation des sources, en faisant intervenir plusieurs sortes de sources différentes. Oui, effectivement. Et c'est vrai que malgré cette diversité n'est pas du tout un défaut. Au contraire, on voit vraiment des sources très variées qui permettent d'approcher le sujet sous différents points de vue, mais qui convergent en fait, qui convergent vers la théorisation doctrinale de la frontière et sa réalisation concrète de plus en plus précise avec le temps, sur les 2 siècles que vous étudiez. Ces 2 volets qu'on pourrait qualifier de théorique et de pratique, puisque vous allez sur le terrain auprès presque des commissaires et en même temps dans les ouvrages érudits, ces 2 volets pratiques et théoriques sont en interaction perpétuellement, participent tous 2 à la conceptualisation de la frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui, une conceptualisation qui repose sur des facettes convergentes que vous avez étudiées grâce à un plan thématique très solidement charpenté en 2 parties, chacune composée de 2 titres, qui, au fond, ces 4 titres répondent, me semble-t-il, à 4 questions très claires, très simples, très efficaces. En premier lieu, à travers l'étude doctrinale de la spécialisation du concept de frontière, votre premier titre répond à la question « Qu'est-ce qu'une frontière ? Qu'est-ce que cette frontière ? Comment est-ce qu'elle va se distinguer cette notion d'autres notions très proches, mais un peu moins connues ?» Ensuite, dans votre deuxième titre, vous répondez à la question « À quoi servent les frontières ? Quelles sont leurs fonctions ?» Et vous montrez que la monarchie a donné plusieurs fonctions complémentaires à ces frontières, fonctions qui vont ensuite entraîner un régime, des institutions propres qu'on ne retrouve pas dans les autres parties du territoire français, et ici en l'espèce du royaume. Après avoir ainsi répondu à la question « Pourquoi ? Pourquoi une frontière ?», le lecteur de votre thèse peut avoir des renseignements sur la question « Comment ?», grâce à 2 titres qui composent la fin de votre thèse. Le premier de ces 2 derniers titres s'attache à la forme de la frontière, forme qui va être rationalisée, simplifiée, linéarisée. Et le dernier titre qui s'attache plutôt à la matérialité de la frontière, à son épaisseur, à la fois dans les cartes dont vous avez parlé à l'instant, mais aussi sur le terrain, carte et terrain où on va avoir une délimitation par certaines personnes, par certains procédés que vous étudiez minutieusement. Voilà donc les 4 titres de votre thèse, qui constitueront les 4 thèmes de la deuxième partie de notre podcast, dont nous discuterons après une courte pause musicale. Chère Claire, le premier titre de votre thèse s'efforce, comme je l'ai dit avant la pause, de comprendre le concept de frontière
en le distinguant de notions proches. Alors avant de voir ces autres notions, est-ce que vous pourriez nous rappeler l'étymologie de ce mot frontière ? Alors l'étymologie du mot frontière est assez communément fait l'objet d'un consensus. Globalement, les différents penseurs, aussi bien aujourd'hui que ce qu'on pouvait retrouver dans les dictionnaires de l'époque, de l'Ancien Régime, s'accordent à dire que le mot frontière vient tout simplement du mot front. Sur l'utilisation... Le front, le visage. Le front, et bien justement, il y a pour le coup un débat entre les penseurs sur la question. Certains considèrent que ça vient du mot front, le visage, parce que la frontière est le point le plus avancé d'un État, du territoire d'un État. Donc la première chose que l'on rencontre lorsqu'on arrive, comme le front, chez certaines personnes. Pour d'autres personnes, il s'agit du front au sens de ligne d'une armée, donc le front militaire, parce que c'est la ligne qui sert à défendre justement l'armée. Le front, oui, mais après le sens précis du front, là il y a débat sur le sujet. Et alors quels sont les autres termes dont s'est distingué ce terme de frontière ? Le principal évidemment c'est le terme de limite, même si dire qu'il s'en est distingué est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, pendant toute la période de l'Ancien Régime, en tout cas à la fin du XVIIe jusqu'à à peu près à la moitié du XVIIIe siècle, en réalité, frontières et limites coexistent et ont tous les deux un sens, qui sont en réalité deux aspects de la frontière telle que nous la connaissons aujourd'hui. La frontière, le terme frontière sert à évoquer la frontière plutôt dans un aspect épais, en tout cas dans l'aspect de la zone frontalière, et vraiment avec une connotation militaire. La frontière, c'est ce qu'on défend, c'est ce qui protège. À côté, on a la limite qui, elle, relève plutôt du champ lexical, en tout cas du vocabulaire des diplomates. La limite est une ligne, elle est précise, elle est connue, elle est déterminée, elle est délimitée. En tout cas, elle est discutée par les diplomates. Ces deux termes, progressivement, du coup, vont se rassembler. En réalité, avec la spécialisation de l'État, on va avoir besoin d'un nouveau mot, justement, pour distinguer les limites territoriale de l'État des limites intérieures, et c'est forcément tout simplement le mot de frontière qui existait déjà, qui va être utilisé pour évoquer du coup ces limites territoriales. Alors vous avez parlé du concept de spécialisation qui est le fil directeur de cette partie. Si j'ai bien compris, ça signifie donc que le terme de frontière s'appliquait à toutes les limites ou zones, quelle que soit leur localisation, entre de provinces, de villes, de cantons, que sais-je, et que cette frontière a été absorbée en quelque sorte, rattachée seulement à l'État. Est-ce que c'est ça ? Exactement. À partir du moment où le roi commence à avoir la main mise sur la défense du royaume, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à avoir, évidemment pas une unification, on ne parle pas encore d'unification sous l'Ancien Régime, mais en tout cas une certaine rationalisation du territoire, où les limites territoriales des seigneuries perdent un petit peu de leur importance, en tout cas de leur rôle défensif, au détriment justement de ces frontières étatiques. On va avoir un déplacement de ces frontières militaires spécifiquement sur les confins de l'État, ce qui va évidemment participer à la spécialisation du terme et du concept. C'est vrai que pour enseigner l'histoire des institutions, comme la plupart des chercheurs en histoire du droit en L1, on pense souvent à la victoire de l'État par la conquête de la justice, de la monnaie, des impôts. On ne pense pas aussi que la conquête des frontières a été un élément de construction de l'État royal. En tout cas, peut-être qu'on l'imagine, mais on ne pense pas que ça a été aussi important que ça, et vous le montrez particulièrement bien dans votre travail. Et alors, est-ce que on aurait, peut-être pas une année, mais une décennie, une époque, à partir de quand il y a eu cette spécialisation ? Alors, on commence à avoir vraiment une mainmise du pouvoir royal sur la défense du royaume. On peut vraiment le dater, en tout cas, voir les prémices dès le XVIe siècle. On va voir avec la mise en place d'une... encore une fois, je pense qu'on reviendra dessus lorsqu'on parlera des frontières militaires, mais lorsqu'on va commencer à avoir des politiques générales globales de défense du territoire, 17e, début du XVIIIe siècle, on va à ce moment-là vraiment avoir une récupération par le pouvoir de toutes les prérogatives en matière de défense qui vont se manifester sur les frontières. Puisqu'on parle de la défense, il y a une notion qui me revient de mes cours anciens, la notion de limes, notion romaine. Est-ce qu'il y a une différence entre la frontière juridiquement définie dans votre travail plutôt à l'époque moderne et le limes antique ? Alors la question du limes est extrêmement intéressante. Beaucoup, pendant longtemps, on ont fait l'ancêtre de la frontière, voire on fait des comparaisons avec notre frontière actuelle, en tout cas notre conceptualisation de la frontière actuelle. C'est à la fois vrai sur certains aspects et erroné sur d'autres.
On a beaucoup de points communs entre ce limes romain et la conception moderne de la frontière, notamment en ce que c'est une limite de territoire, une limite d'empire, en ce que c'est une zone de défense, une ligne de défense évidemment, en ce qu'elle peut être matérialisée. On pense évidemment au mur d'Adrien, donc on a quand même des vraies matérialités de cette frontière. Mais à côté de ça, on a une vraie distinction qui est pour moi, des facteurs de modernité justement de ce concept de frontière, c'est la notion de consentement, de consensus autour de la frontière. Le limes romain, c'est la limite de l'Empire romain, mais la limite de l'Empire romain face à la barbarie. Donc on n'a pas de négociation de traité, exactement, de négociation. C'est une frontière qui est imposée, qui est décidée. Évidemment, on peut avoir de la résistance en face, c'est pas du tout la question, mais en tout cas, elle n'est pas issue d'une négociation et d'une reconnaissance par deux États qui se reconnaissent mutuellement. Où l'on retrouve peut-être un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les frontières coloniales. Complètement. Sauf que là, les barbares étaient peut-être plus forts matériellement que les populations colonisées, mais il y a la même idée de non-réciprocité au sens juridique. Exactement. Avec ce concept de frontière qui se spécialise, qui devient propre à l'État, on a aussi une frontière qui va se singulariser, en ce sens qu'il y aura des institutions, un droit propre aux régions frontalières, pour employer un terme assez large, qui seront différentes, ces institutions et ces règles, de ce qu'il y a dans le centre de la France, vers Orléans par exemple, d'où vous venez. C'est justement ce que vous avez étudié dans le deuxième titre de votre travail, ce dont nous allons parler maintenant. Au début de cette émission, nous avons évoqué les différentes fonctions remplies par les frontières pour répondre à la question « à quoi sert une frontière ?» Et on a dit que ces fonctions allaient être ensuite associées à des institutions. Alors dans ces fonctions, il y a une fonction militaire évidemment dont nous allons beaucoup parler, une fonction aussi de régulation des flux économiques et démographiques, mais j'ai cru comprendre dans votre travail qu'il y avait aussi dans la frontière, de manière peut-être plus importante mais en même temps moins connue, un rôle de délimitation de l'exercice de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la délimitation de l'exercice de la souveraineté, c'est tout simplement le fait qu'on reconnaisse à la frontière en tant que limite étatique, j'insiste sur le fait que c'est la frontière en tant que limite étatique, le rôle tout simplement de finir, de marquer une limite justement à l'exercice de la souveraineté. On a beaucoup du coup de chercheurs, notamment en histoire, qui se sont intéressés à l'intérêt de la frontière et certains d'entre eux, et je partage tout à fait leur avis, s'accordent à dire que ce qui est intéressant avec la frontière, ce n'est pas forcément l'endroit par lequel elle passe, mais plutôt ce qu'elle va délimiter. Donc, il est indispensable de comprendre la nature du territoire qu'elle délimite pour comprendre la frontière. Et en l'occurrence, ce qui va vraiment spécifier la frontière par rapport aux autres limites, c'est le fait qu'elle délimite l'exercice de la souveraineté. Au fond, concrètement, ça veut dire que jusqu'à un certain endroit, les impôts vont être payés à tel État, alors que dès qu'on passe la frontière, ce sera payé à un autre État, que la législation s'appliquera à tel endroit, mais pas de l'autre côté de la frontière. C'est vraiment l'exercice de la souveraineté quotidienne qui va s'appliquer selon des territoires et pas d'autres. C'est ça, concrètement. Alors oui, même si là, encore une fois, c'est un petit peu plus subtil, bien sûr. À l'époque, en tout cas, de l'Ancien Régime, on n'a pas encore cette linéarisation de toutes les compétences étatiques. En réalité, c'est aussi une des originalités de mon travail, je ne m'intéresse pas seulement à la ligne frontière, mais également à la zone frontalière qui perdure, qui existe évidemment avant le tracé de la frontière et qui perdurera bien après. Le principe du coup de la délimitation de la souveraineté, c'est plutôt la reconnaissance de cet espace dans lequel vont s'entremêler différentes limites, la limite douanière, la limite juridique, la limite fiscale, donc toutes ces différentes limites qui vont justement venir marquer la fin de l'exercice des compétences étatiques. Et en plus de ça, donc, un rôle militaire qu'on a évoqué, un rôle de défense. On pense au mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, au mur d'Adrien, à la ligne Maginot, à la Grande Muraille de Chine. Depuis quand, alors, le pouvoir royal s'est-il ainsi intéressé de manière systématique, de manière globale, à travers des cartes, avec des ingénieurs, avec son état-major, à avoir comme ça une politique globale de défense de sa frontière ? La défense globale du coup de la frontière, ce qui est intéressant, c'est que le sens militaire, c'est quand même le premier sens qui est attaché au terme, depuis toujours et encore. Comme vous l'avez dit en parlant de l'étymologie. Exactement, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le début vraiment de cette systématisation de la défense du royaume sur les frontières, on peut vraiment du coup dater ça au règne de Louis XIV à la seconde moitié du XVIIe siècle. Et évidemment, ça sera toujours attaché au nom de Vauban, c'est-à-dire cette idée qu'on ne va plus réfléchir la défense des frontières localement en fonction des problèmes ou des conditions, des impératifs locaux, mais vraiment de façon globale sur l'ensemble du royaume. Et alors comment
va se traduire de manière institutionnelle, en termes de privilèges, de droits, d'institutions, le fait que sur cette frontière vont se concentrer les moyens de défense. Comment ça se traduit juridiquement ? Alors juridiquement, ça se traduit déjà en premier lieu par la mise en place d'un véritable système de fortification. Ces fortifications existaient, quasiment toutes les villes aujourd'hui ont encore soit des morceaux de leurs murailles, soit des traces de ces anciennes murailles. Mais désormais, ces fortifications vont être financées par le pouvoir royal, vont être entretenues par le pouvoir royal. Encore une fois, c'est en ça qu'elles vont s'intégrer à un système global de défense et elles vont être réfléchies plus seulement à l'échelle d'une ville, mais vraiment à l'échelle d'un pays, par des ingénieurs militaires, donc qui appartiennent à l'armée, mais qui vont spécifiquement s'intéresser aux questions de défense. Ça va être la création des grandes écoles de formation de fortification. Ça va être le fait de faire venir des ingénieurs italiens, notamment pour former nos propres ingénieurs, pour améliorer, permettre aux fortifications, du coup, de s'adapter en permanence aux nouveautés, justement, de l'armement, de l'artillerie et ce genre de choses. Et ces ingénieurs, les soldats qui se trouvent sur la frontière, est-ce qu'ils ont une autorité, un ministre qui est spécialement chargé des frontières, un gouverneur, ou est-ce que... Administrativement, la personne en charge des frontières va varier un petit peu en fonction des époques. On va avoir des gouverneurs qui vont être spécialement du coup chargés des questions de défense. On les retrouve un petit peu dans tout le royaume, mais on va observer en regardant la façon dont ils sont dispersés une multiplication de ces gouverneurs. En tout cas, il va y en avoir beaucoup plus placés sur les frontières. On va avoir également une préférence pour le ministre de la guerre, justement, à l'époque où les différents portefeuilles avaient des provinces en plus de leurs attributions thématiques. On va avoir une préférence, du coup, pour les provinces frontières, justement, de façon préférentielle, les confier, justement, au ministre de la guerre. À côté de la frontière, au sens militaire, avec un but militaire, il y a une frontière aussi régulatrice de certains flux. Quels sont ces flux qui intéressent le pouvoir royal ? Les flux qui intéressent le pouvoir royal sont ceux qui intéressent encore aujourd'hui évidemment les pouvoirs politiques, les flux économiques bien sûr, les déplacements de marchandises, le commerce et évidemment les flux de personnes avec les personnes qui entrent et les personnes qui sortent du territoire. Qui peuvent, marchandises ou personnes, apporter quel danger ? Pourquoi ça préoccupe le pouvoir ? Alors les préoccupations du pouvoir sont de deux natures, et là pour le coup il y a un réel changement au cours de la période. De la première moitié du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, la peur du pouvoir royal c'est principalement de voir s'échapper des richesses. Que ces richesses soient des personnes, c'est-à-dire qu'on a un vrai contrôle. Des contribuables, des soldats en puissance. Exactement, que c'est une vraie peur de voir les personnes sortir. Et c'est étonnant de voir à cette époque l'effort qui est fait par le pouvoir royal pour évidemment contrôler ceux qui rentrent, mais également pour contrôler ceux qui sortent. Un naturel à cette époque-là, un sujet du roi, ne pouvait pas quitter le territoire comme bon lui semblait. Il lui fallait un passeport, mais un passeport pour quitter le territoire. Et de la même façon, on a une peur aussi de voir les richesses, évidemment toute l'émergence des théories mercantiles ou ce genre de choses, la peur du coup de voir s'échapper les richesses. On a peur que ça nuise à la richesse même de l'État. Et à partir du XVIIIe siècle, une petite inversion, on commence à y avoir peur de l'étranger qui est parfois vu comme un ennemi, évidemment en période de guerre. On a aussi les prémices de l'esclavage, de l'espionnage, qui font forcément qu'on a des inquiétudes par rapport aux gens qui entrent. On va avoir de la même façon une gestion différente des flux, dans le sens où le commerce, la régulation du coût des marchandises va devenir une véritable arme, pratiquement militaire en tout cas, dans les combats. Donc on va avoir des politiques économiques, pas encore nationales, mais en tout cas étatiques, qui vont permettre de réguler le commerce et notamment d'interdire l'arrivée de certaines marchandises en fonction des États, si on est en conflit ou pas avec eux. On va avoir une véritable politique. Et enfin, puisque c'est d'actualité, par rapport aux personnes qui entrent, on a évidemment une peur des épidémies. On va avoir un contrôle sanitaire des personnes à l'entrée. On va vérifier les états par lesquels ils sont pensés, c'est étonnamment contemporain, pour vérifier la provenance de ces personnes et les maladies qu'ils pourraient apporter avec eux. Avec éventuellement des zones de quarantaine sur la frontière ou pas ? Alors, on en a un petit peu. Hugo Stahl a écrit un article là-dessus, notamment au niveau de la peste, au niveau de Marseille, qui est très intéressant justement sur cette question de quarantaine, de tests à effectuer avant de pouvoir quitter un territoire. Sur la frontière générale, sans du coup s'arrêter sur les particularismes locaux, c'est vraiment plutôt une vérification des différents états dans lesquels est passée la personne avant d'arriver. Si on sait qu'il y a une épidémie très importante, je pense de choléra par exemple en Hollande, on va vérifier que la personne n'est pas passée par la Hollande et on considère que ça va réduire le risque
de voir se propager l'épidémie. Hugo Stalk, maître de conférence à Metz, que l'on salue bien volontiers. Et est-ce qu'il y a des règles qui vont encadrer ces flux, des interdictions, des droits, des principes internationaux qui empêcheraient aux États de trop interdire les migrations, de trop les libérer? Est-ce qu'il y a des règles? Alors les règles sont de nature qui vont coexister. Tout l'enjeu pour les États, à la fois les États et la communauté internationale, va être justement de trouver un équilibre entre les deux. On a d'un côté l'émergence de la reconnaissance de l'inviolabilité du territoire, c'est-à-dire que ça y est, on reconnaît l'État souverain, on reconnaît l'État territorial, donc on reconnaît, notamment par la reconnaissance des frontières, la possibilité pour un souverain de choisir qui entre dans son territoire, donc ça c'est une vraie reconnaissance. Et à côté de ça, on a aussi le développement, notamment des développements économiques, au niveau de la liberté de circulation, considérer que la circulation est importante, qu'elle est nécessaire, qu'elle est indispensable à la collectivité européenne, internationale, mais même au sein des États, des penseurs français vont défendre cette idée justement de laisser entrer les personnes, laisser sortir les personnes pour développer le commerce, pour développer le tourisme, pour développer vraiment, ils vont développer l'idée qu'il faut que les gens et les marchandises circulent. Et en dehors de ces penseurs, est-ce qu'il y a des traités ou des coutumes reconnues comme telles en droit international qui ont fixé ces règles d'inviolabilité et à contrario de liberté? Alors, les règles de liberté se retrouvent principalement dans des traités, dans les traités économiques. Donc, c'est vraiment dans la sphère de l'économie qu'on va défendre ces positions. On a un petit peu pour cette liberté de circuler et de commercer se retrouve aussi chez les penseurs, notamment chez les penseurs du droit des gens, mais étrangement beaucoup plus pour tout ce qui va concerner la mer. Donc on a une vraie reconnaissance d'une liberté de naviguer du coup qui est reconnue, moins pour la terre, moins pour le territoire. Et par contre, la question évidemment de l'inviolabilité du territoire, ça c'est une question qui va être allègrement saisie par la doctrine du droit des gens évidemment, la doctrine également française, les théoriciens français vont revendiquer, vont établir, vont s'accorder sur cette inviolabilité du territoire. La frontière va ainsi permettre l'exercice de la souveraineté, la défense, la prospérité de l'État. On comprend alors dans ces conditions que les États, puisque vous l'avez bien dit, c'est réciproque, cherchent à déterminer précisément, durablement cette frontière, comme vous le montrez dans la seconde partie de votre thèse. Alors ici, on va se demander d'abord quelle forme va prendre la frontière. J'ai utilisé le verbe déterminer, mais c'est peut-être maladroit. Je crois qu'il y a déterminer, délimiter, démarquer plusieurs thèmes. Quelles sont les différences entre ces verbes ? Alors, la distinction entre ces trois termes n'est pas de moi, elle existait déjà, mais je l'ai reprise parce que je la trouve particulièrement intéressante et particulièrement parlante. Ça permet du coup de distinguer trois étapes dans la matérialisation de la frontière. Déterminer la frontière, c'est décider dans les grandes lignes ce à quoi elle va ressembler. Ça correspond au grand traité de paix, au passage de la souveraineté, de la possession du coup d'un grand territoire d'un État à un autre. Qu'on désignerait de manière globale, exactement. Telle province, telle... Exactement, donc sans vraiment encore de considération territoriale, là c'est vraiment plutôt le rattachement d'une grande portion de territoire. Ensuite, on va avoir la délimitation. La délimitation, ça va être vraiment le fait de tracer une ligne. C'est-à-dire que cette fois-ci, au travers de ce grand ensemble territorial, on va vraiment chercher précisément les endroits par lesquels du coup vont passer la frontière. Et enfin, la dernière étape, du coup, la démarcation. Cette fois-ci, la démarcation, c'est ce qui va permettre de donner à la frontière sa matérialité. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement théorique, ce ne sont plus seulement des discussions, ce ne sont plus exclusivement des traités. On va aller sur le terrain, on va dessiner, on va démarquer, on va borner, on va donner, du coup, une consistance à la frontière. C'est encore une fois un des points aussi indissociables de ce concept théorique que cette matérialité. Et le fil directeur, une fois qu'on a ce vocabulaire de ce premier titre de la deuxième partie, c'est ce que vous appelez le processus de rationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la rationalisation des frontières ? Alors, la rationalisation des frontières, du coup, qui va se distinguer de l'indétermination des frontières, c'est le fait de considérer, de reconnaître que pendant la période de l'Ancien Régime, en tout cas au moment où je commence l'étude de ma thèse, c'est-à-dire au milieu du XVIIe siècle, on a des frontières qui ne sont pas rationalisées, c'est-à-dire des frontières qui sont dites complexes. Une frontière complexe, ce n'est pas une frontière indéterminée, elle est connue, elle est reconnue localement et étatiquement, donc on sait par où passe la frontière,
Évidemment, parfois c'est un petit peu plus flou, mais globalement on sait par où elle passe. Mais par contre, elle est complexe. C'est-à-dire qu'elle ne se représente pas sous la forme d'une ligne tracée proprement qui distinguerait clairement des territoires, mais elle va être Comme un zigzag ? Comme un zigzag. Et évidemment, le zigzag, on va avoir des bras de terre qui vont s'avancer sur parfois plusieurs dizaines de kilomètres dans le territoire voisin, ce qui va poser problème, on va revenir dessus. Mais surtout, on va avoir une frontière qui va être sous forme quasiment de dentelle, c'est-à-dire qui va être marquée par de nombreuses enclaves de part et d'autre. C'est en ça qu'on parle de complexité frontalière. Ces enclaves sont connues, mais elles existent. Complexité qui n'est pas la même chose que l'imprécision, il me semble, dans votre vocabulaire. Absolument. Là, pour le coup, c'est pour mettre un terme à un mythe qui existe. Non, la frontière d'Ancien Régime n'est pas floue, n'est pas inconnue. Elle existe, encore une fois, plus ou moins précisément, évidemment, mais elle est reconnue. Généralement, les gens savent quel est leur souverain, ils savent à quel détail ils appartiennent. Mais par contre, elle va être floue, c'est-à-dire qu'il va être difficile parfois de s'y retrouver parce que en traçant une ligne droite sur un territoire, on va passer d'une souveraineté à une autre en fonction des enclaves qu'on va traverser, en fonction du coup de la ligne même de la frontière qui peut être un petit peu complexe. Et alors donc, vous parlez d'enclaves comme si c'était les trous d'un gruyère en quelque sorte, le gruyère étant le territoire. Est-ce que vous auriez un exemple de ces enclaves, un exemple concret, historique, d'enclaves qui auraient comme ça amputé, qui auraient parasité presque le territoire français et qui auraient été une enclave d'un autre pays en France ? Alors les enclaves, on les retrouve en grande... En tout cas, on les retrouve beaucoup sur la frontière septentrionale où elles sont particulièrement nombreuses. On peut l'observer très facilement via la cartographie du coup de l'époque, laquelle on voit effectivement cette cartographie en noir et blanc, et on voit entourer au milieu plein de petits ronds qui en fait correspondent à d'autres souverainetés. Pour donner un exemple assez amusant parce qu'il est toujours d'actualité, on peut parler de l'enclave de Livia, du coup au niveau de la frontière espagnole, qui est encore aujourd'hui une petite portion de territoire espagnol qui se trouve à quinzaine de kilomètres de la frontière. Du coup, la route pour y accéder à un statut particulier, évidemment, parce qu'elle est en France, une sorte de servitude. Elle est en France, elle permet d'accéder à un territoire espagnol, donc elle existe. En autre enclave, j'appellerais ça une quasi-enclave parce qu'elle n'est pas au milieu du territoire, mais on a évidemment le cas de Monaco, qui se trouve en réalité entre la France et sa frontière naturelle, si j'ose employer le terme, en tout cas sa limite naturelle. On a donc cette portion de territoire qui aurait dû, si on reprend la logique de l'époque, disparaître, mais qui a survécu du coup à l'histoire. Alors justement, pourquoi ? Pour un esprit rationnel, cette complexité peut surprendre. Pourtant, il y avait une rationalité derrière ça. Pourquoi est-ce que c'était si complexe ? Est-ce qu'il y avait un intérêt militaire ? Est-ce qu'il y avait un intérêt économique, politique ? Ou est-ce que c'est juste par ignorance que nos ancêtres avaient laissé les choses complexes ? Il y a plusieurs raisons à cette rationalité. Déjà, il y a une raison sur l'existence même de cette complexité qui, là, pour le coup, est à chercher du côté de la construction en tant que telle du territoire français. À l'origine, quand le territoire va se construire, on va surtout passer par le rattachement de certains fiefs. Des études très brillantes qui ont été faites sur le sujet. Je ne vais pas revenir sur la complexité du processus, mais forcément, ça a pour conséquence que les fiefs qui sont rattachés le sont avec toute leur complexité. Leur dépendance, exactement. Notamment, la notion de dépendance revient énormément dans les traités de paix. On rattache généralement une ville, donc cette ville appartiendra désormais au Royaume de France, avec ses dépendances. Et là, on fait une liste de ces dépendances. Des bois, des villages, des fiefs, des sous-fiefs, exactement, qui peuvent être éloignés de quelques kilomètres et qui ne forment pas un territoire en bloc. Absolument. Donc c'est une réalité territoriale. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne s'intéresse pas au territoire, mais par contre, on ne va pas s'intéresser à la continuité du territoire. Certains juristes ont d'ailleurs démenti le fait qu'on rattachait à la France les provinces voisines. Ce n'est pas vrai. On rattache les provinces qu'on arrive à rattacher. Parfois, elles sont voisines et tant mieux, mais parfois, elles ne le sont pas. Donc, on va rattacher ces territoires avec déjà toute leur complexité. Et pourquoi est-ce que cette complexité va demeurer ? Tout simplement parce que pendant un temps, ça va arranger le Royaume de France. Déjà parce que si on commence à trop rationaliser la frontière, on va perdre la possibilité de continuer à conquérir du territoire. À grignoter. Exactement. Absolument. Et ça va répondre aussi à une logique militaire qui va exister pour le XVIe et le début du XVIIe siècle, qui est celle des portes d'entrée. On considère que ces enclaves, on considère que ces bras de terre sont en réalité des portes sur lesquelles on peut installer des places fortes, des renforcements sur lesquels on peut placer des armées et qui vont permettre d'avoir un accès plus facile au territoire
voisins. Ça me rappelle en quelque sorte, je crois, les villes que possédaient les rois de France en Italie, dans le nord de l'Italie, où les Anglais, nos amis anglais qui avaient, je crois, Boulogne pendant longtemps et qui pouvaient leur servir de porte, de port et de porte d'entrée en France. Et inversement, pourquoi est-ce qu'on a mis fin alors, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, pourquoi on a mis fin à cette complexité et qu'on a voulu quelque chose de plus net, de plus... Et de la même façon qu'on avait cherché à maintenir du coup cette complexité pour répondre aux stratégies militaires de l'époque, les stratégies militaires évoluent, les politiques défensives évoluent, et on essaie du coup d'adapter la forme de la frontière justement à ces nouveaux impératifs. Forcément, ce qui va arriver progressivement, ça va être justement ce côté de voir la frontière comme un mur défensif. On pense encore une fois évidemment à la fortification de Vauban, au précaré bien sûr. Le but, c'est de pouvoir défendre le plus facilement possible le royaume. Et on se rend compte que du coup, toutes ces enclaves, toutes ces exclaves demandent de très nombreuses places fortes, demandent de très nombreux hommes pour les défendre, que ce n'est ni pratique, ni forcément le plus efficace, mais que c'est évidemment le plus cher. Donc on rationalise, on enlève les esclaves, on essaye de négocier avec les voisins pour essayer d'échanger des territoires, pour avoir moins de places fortes à placer et pour pouvoir avoir une frontière mieux défendue. La forme générale des frontières va ainsi évoluer mentalement, comme vous venez de le dire, dans le sens d'une simplification, mais leur matérialité concrète aussi, de manière complémentaire d'ailleurs, comme vous le montrez dans votre dernier titre, qui va nous occuper maintenant. Alors une fois qu'on a, si j'ai bien compris, réparti globalement les régions entre les deux États voisins, on va descendre sur le terrain pour fixer au millimètre près presque la frontière. Alors je vous avoue, a priori naïvement, en béotien que j'étais, je croyais que c'était les souverains qui eux-mêmes répartissaient, mais non, en fin de compte, il y a à la place des agents qu'ils envoient sur le terrain pour ce travail très de fourmis, de bénédictins. Il s'agit, il me semble, de commissaires. Qui sont ces commissaires? Quel est leur nombre, leur statut, leurs critères de nomination, leur rôle? Alors ces commissaires interviennent en seconde front de la partie du coup de la délimitation. Une fois que les souverains, leurs diplomates, mais les souverains à travers eux ont déterminé du coup les territoires qui appartiendront à l'une ou à l'autre des puissances, on envoie des personnes en particulier sur le terrain du coup directement comme vous venez de le dire pour délimiter cette fois-ci, c'est-à-dire tracer une ligne dans la frontière. Les personnes qu'on envoie généralement sont des militaires, des agents de l'État. Les militaires dans le sens où ils ont reçu une formation militaire, mais ce sont aussi des agents de l'État. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ils ont été conseillers auprès d'un conseiller royal ou bien plus localement, du coup, dans une institution locale. Autrement dit, soit ils connaissent les enjeux militaires, soit ils connaissent la spécificité du terrain. Exactement. C'est pas systématique, mais on observe quand même généralement que les commissaires qui sont choisis pour délimiter des portions en particulier ont travaillé dans des institutions, dans des administrations du territoire en question. Et on les envoie seuls ou ils sont par binôme, par trinôme? Ils sont quasiment systématiquement par binôme, avec des suppléants prévus lorsque l'un ou l'autre est indisposé, mais ils sont quasiment toujours par binôme de part et d'autre. Donc on a 2 Français pour 2 du coup, commissaires de la puissance en face. Et alors quand ils sont sur le terrain, comment est-ce qu'ils s'entendent entre justement commissaires défendant des intérêts différents? Sur quelles preuves est-ce qu'ils vont se fonder pour justifier que la frontière doit passer à 100 mètres ici ou à 100 mètres là, en sachant que ça peut avoir des conséquences pour l'État? Quels sont les outils qu'ils vont utiliser? Alors, ils s'entendent difficilement. On témoigne les très, très imposants procès-verbaux de ces commissions qui existent. Donc, ce sont des centaines et des centaines de pages de discussion, parfois pour un caillou. Hein, c'est vraiment extrêmement laborieux comme procédure. Ce qu'il faut retenir de toutes ces commissions, c'est qu'il n'existe pas de critères objectifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une hiérarchisation des critères qui permettent de déterminer de façon sûre la frontière. Ce sont vraiment des négociations. Et de part et d'autre, on va invoquer différents critères en fonction évidemment des consignes qu'on reçoit, mais surtout des intérêts de l'État. Donc parfois, on va donner priorité à la juridiction, par exemple. On va voir quelle juridiction appartient à ce village, juridiction ecclésiastique, juridiction séculière, peu importe. Parfois, ce qui va primer, ça va être l'impôt. À qui paye-t-on l'impôt? Donc, à quel seigneur, à quelle autorité? Parfois, on va avoir la question on va avoir à cœur, en tout cas, on va s'appuyer sur des limites existantes. On va dire, comme la population reconnaît déjà cette limite entre 2 communes, entre 2 communautés d'habitants, on
considère qu'il faut la conserver. Donc on va avoir un tas de critères qui vont être utilisés et qui vont être utilisés par les commissaires en fonction de leurs intérêts. Et la frontière naturelle alors, est-ce qu'il y a l'utilisation de la nature qui s'imposerait comme ça aux yeux des commissaires ? Alors, la frontière naturelle, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je renie en tout cas complètement le terme de frontière naturelle, en tout cas pour l'Ancien Régime. Ce terme va renaître un petit peu pendant la période de la Révolution de façon doctrinale. Mais par contre, on peut vraiment parler de limites naturelles, et là, ça c'est une réalité. C'est quelque chose qui est extrêmement pris en compte par les commissaires. La nature a l'avantage, évidemment, d'être plus facilement acceptable. Une rivière. Exactement. Et par les commissaires entre eux et par la population locale. C'est-à-dire que les éléments naturels, généralement, font déjà partie de la délimitation locale. Par contre, évidemment, comme toujours, la négociation va être de savoir quelle rivière va servir de frontière. Ou dans la rivière. Ou dans la rivière, évidemment, ou dans la montagne, ou peu importe. Mais ce qui est intéressant avec ces limites naturelles, c'est que ça va devenir les premiers éléments de ce qu'on va appeler le système de délimitation, c'est-à-dire, pour le coup, des critères qui vont être reconnus progressivement de façon systématique par les États européens, en tout cas par les États européens avec qui on va dialoguer. On pense notamment évidemment au talweg des rivières. Donc, si on peut utiliser un talweg, donc le milieu d'une rivière, pour tracer la frontière, on va le faire de façon prioritaire. De la même façon, pour les montagnes, la ligne de crête va être reconnue systématiquement comme une frontière. Donc là, ça permet du coup d'avoir un critère un petit peu objectif. De faciliter le travail, exactement. Mais ça ne s'impose pas non plus. Exactement. Comment on le matérialise ? Est-ce qu'il y a des barrières, des barbelés, des tranchées qui permettent de fixer cela, des cartes, des pancartes, pardon ? Alors là, encore une fois, c'est extrêmement variable, ça dépend des endroits. On va retrouver évidemment les bornes, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. On en retrouve dès l'Antiquité romaine, on en retrouve à la période médiévale, on en retrouve encore aujourd'hui. Ce bornage qui va être utilisé, et ça c'est intéressant, la procédure de bornage va être quasiment calquée sur celle qui est utilisée en droit privé pour borner les propriétés. Exactement. Donc on va reprendre le même système, la même façon d'indiquer les différences de propriété. On va reprendre d'autres signes distinctifs des propriétés. Parfois ça va être des petites buttes, parfois on peut avoir effectivement des pancartes, notamment les pancartes sont beaucoup utilisées au milieu des ponts, lorsque la frontière est un talweg. Donc on va avoir beaucoup de moyens différents, et parfois on a des portions entières de la frontière qui, pour une raison inexpliquée, n'est ni bordée, ni bornée, ni matérialisée. On connaît la frontière, mais elle n'existe pas, elle n'est pas matérialisée localement. Et les populations dans tout ça, celles qui sont donc sur place, qui vont voir peut-être leur souverain changer, leur territoire changer, est-ce qu'on leur offre des garanties ? Est-ce qu'on tient compte de leur avis ? Vous avez dit qu'on pouvait parfois reprendre les délimitations locales. Est-ce qu'on les consulte ? Est-ce qu'on demande leur consentement ? Bref, quelle est leur place dans ce processus aux populations ? Alors, sous l'Ancien Régime, on ne peut pas vraiment parler de consentement parce qu'on ne leur demande pas vraiment leur avis. Mais par contre, on va quand même prendre en compte leur vécu, en tout cas. Durant les commissions de délimitation, c'est assez classique que les commissaires se rendent du coup dans les villages et aillent interroger les personnes, interroger les anciens notamment, pour connaître du coup l'existence d'une limite antérieure, d'une limite existante. Donc le témoignage, c'est quelque chose qui a vraiment sa place dans les commissions de délimitation. Qui ne lira pas sans doute les commissaires. Exactement, qui ne lira pas, qui sera plutôt un argument au service de leurs prétentions. Et encore une fois, on demande l'avis de la population, généralement pour défendre une position, pas forcément parce qu'on est très attentif au ressenti de la population. Par contre, c'est vrai que comme une frontière va devoir être accepté localement, bien sûr. C'est pas de Paris ou de Versailles qu'on va venir défendre l'existence de la frontière. C'est quand même mieux si la population arrive à la reconnaître. Et ça va passer du coup par toute une procédure après les commissions de délimitation, durant lesquelles on va voir la population, on les informe parfois du changement de cette frontière, on leur demande notamment de renouveler les serments. Donc on va avoir quand même une information de la population de ce changement frontalier. Eh bien, merci beaucoup Claire de Blois d'être venue aujourd'hui dans les locaux, dans nos studios au campus de Villetaneuse de l'Université Paris-Nord. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une thèse, la construction du concept moderne de frontières terrestres en France, des traités de Westphalie au traité de Paris, 1648-1815, qui nous a richement occupés aujourd'hui. Merci Paul pour cette invitation, c'est très intéressante conversation. Merci. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux, en attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.